ماربيلاس أغيلار سوف تقدم لنا عرضا بعنوان Savoir dispersé, savoir exilé, la bibliothèque du sultan saadien مولاي زيدان conservée à l'Escuela Madrid. والدكتورة ماربيلاس هي أستاذ كرسي ومديرة سلك الدكتوراه الدراسات العليا بجامعة لاغونا بإسبانيا، وهي حاصلة على الدكتوراه من جامعة يونيفرسيتي ليبر بروكسل، ومتخصصة في علم التوثيق وعلم الميقات، وأيضا هي مهتمة بالخزانة الأندلسية العربية. فلتتفضل مشكورة. شكرا جزيلا الأستاذ الكريم. Je vais parler en français. J'ai préparé ma contribution en français. Mais d'abord, je voudrais dire deux mots en mi espagnol, a la Wazni el Canariyun o al Canariyat. Me hace muy feliz estar en Marruecos de nuevo. Siempre viajar a Marruecos para mí tiene un significado muy especial y siempre me siento como Filjusur el Canarilla. Es como si yo estuviera en mi mismo lugar de nacimiento. Merci beaucoup pour l'invitation. Un grand merci à la professeure Asma Goya, un grand merci. Franchement, elle était superbe, elle était tout le temps avec moi par WhatsApp, on a fait de tout. Et alors, c'est vraiment, je vous remercie beaucoup. Je remercie aussi à la faculté et à l'université même, à Hassan II. Et voilà, je commence avec un texte. J'ai choisi un texte, je l'ai traduit en français parce que le texte est en espagnol. Et il s'agit d'un texte écrit par Benito Arias Montano, un humaniste espagnol du XVIe siècle, on peut dire orientaliste, et premier bibliothécaire de la Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Benito Arias Montano souligne ici dans le texte une vérité incontestable, l'importance de la transmission des savoirs scientifiques, philosophiques et aussi quand même théologiques, arabo-islamiques dans la formation du savoir européen. Bien sûr, tout en particulier durant sa période prémoderne. La reconnaissance de cette filiation n'était pas évidente dans l'Espagne de la Contre-Réforme, où la langue arabe était perçue comme la langue de l'ennemi morisque. Dans ce contexte, la position de Benito Arias Montano est autant de remarquable car il plaide non seulement pour la conservation des manuscrits arabes, mais aussi pour leur intégration dans les trésors bibliographiques du roi espagnol, même si ces manuscrits n'étaient plus lus ni compris. Il semble en effet paradoxal, on dirait que c'est un paradoxe, non, le fait de conserver des manuscrits sans en comprendre leur contenu, mais cela illustre une tension entre l'intérêt patrimonial et l'oubli culturel. Tandis que les autorités ecclésiastiques en Espagne ordonnaient la destruction des textes arabes morisques, Arias Montano justifiait la préservation par leurs valeurs fondatrices. Lui, Benito Arias Montano, partageait l'esprit humaniste européen. Il y avait plusieurs professeurs, plusieurs humanistes en Europe, tels que Guillaume Postel en France ou Thomas Herpenius aux Provinces-Unies, qui considéraient la langue arabe comme une clé, c'était comme une clé pour accéder à un savoir antique et universel. Cependant, il s'agit bien sûr d'un point de vue européen, occidental, on dirait. Il nous apparaît aujourd'hui comme une représentation occidentale et essentialiste de certains éléments de la culture, donc du thaqafa, et qui dans nos jours appelle sans doute
une décolonisation de ce regard. Des savoirs dispersés, des savoirs exilés se retrouvent partout dans le monde sous forme de codices, de manuscrits, parmi lesquels figurent de nombreux manuscrits arabes. Nous en avons pu en consulter un grand nombre au cours de nos séjours de recherche depuis bientôt plus de 30 ans. Le cas de la bibliothèque de l'Escorial est particulièrement illustratif dans le cadre d'une réflexion décolonisante du savoir. Il nous interpelle sur la nécessité épistémologique de reconnaître et de valoriser les traditions intellectuelles du monde islamique et leur influence dans l'histoire globale. En particulier, les traditions intellectuelles du Maroc ont joué un rôle clé dans la préservation des traditions de savoir, notamment dans des domaines tels que les sciences, et là-dedans, bien sûr, la médecine, l'astronomie, et les mathématiques, la chimie, la biologie, on dirait aussi, etc. Mais aussi la jurisprudence, le filtre. Dans cette perspective, nous proposons d'examiner plus en détail ces cas, en concret, de la bibliothèque de l'Escorial. Le site royal, donc le Real Sitio de San Lorenzo de l'Escorial, est un grand complexe qui abrite un monastère, un musée, un collège, une bibliothèque et un palais. Il se trouve sur le territoire de la commune de San Lorenzo de l'Escorial, situé à 45 km au nord-ouest de Madrid. Il s'agit d'un site inscrit par l'UNESCO sur la liste des patrimoines mondial de l'humanité et depuis quelques décades. Et la lettre de fondation et de dotation accordée en 1567 par le roi Philippe II dit que le roi décide de créer le siège permanent de sa cour dans un complexe architectural qui abriterait tout un complexe, une basilique, un panthéon royal, un hôpital, un séminaire, une école et aussi une bibliothèque. Et là, c'est l'endroit où vont arriver les premiers manuscrits arabes. Et comme vous savez bien, et vous avez sans doute visité l'Escorial, c'est vraiment, c'était fait exprès, non? C'est un bâtiment vraiment fait pour impressionner à la manière des rois espagnols de l'époque. Donc il y a un côté très jésuite, il y a un côté très simple, il y a un côté très rationnel, mais c'est tellement imposant, c'est énorme, c'est le baroque à l'inverse, non? C'est des magnitudes justement pour faire vraiment l'impression, non, à celui qui visite le roi, qui visitait le roi à l'époque, non? Ce n'est plus la résidence du roi d'Espagne. Et la première pierre du monastère, elle fut posée le 23 avril 1463. Et là, en 1465, il arrive les premiers livres, et ça s'agissait de 42 volumes et qui sont déposés là en premier lieu. Mais le premier document arabe, et là on a sur les anciens catalogues, on en parle de libro en arabico, et il arrive en 1567. Et on ne sait pas c'était quoi, si c'était un manuscrit de quoi, ou quel sujet, ou quelle matière, on ne savait pas, on ne sait pas. Et ensuite, il y a des différents apports de collection. Donc, il y a, ce qui est fort intéressant, il y a un apport de manuscrits arabes à l'Escorial qui vient du Santo Oficio de Granada. Donc, les autorités ecclésiastiques de Grenade avaient
moi je dirais volé, mais bon, avait pris des livres arabes des Morisques et là, quand même, il gardait dans leur bibliothèque ces livres, non? En entendant que c'était bon, c'était des choses, c'était vraiment des choses importantes. Donc là, il y a des livres qui arrivent comme ça, du Santo Officio, qui arrivent à l'Escorial, je veux dire. Mais c'est vrai que l'apport le plus important, là je ne sais pas si, ah voilà, je vous laisse ça comme ça pendant que je parle, petite schéma sur les apports des manuscrits arabes à l'Escorial. Donc, mais vraiment, l'apport le plus important, c'est bien sûr la bibliothèque saadienne. Ça, c'est l'apport fondamental. Et donc là, on doit vivre avec la paradoxe, voir l'incompréhensible, non? L'incompréhensible fait que la meilleure bibliothèque des manuscrits arabes en Espagne, c'est une bibliothèque marocaine. Donc là, c'est vrai que c'est une histoire du XVIIIe siècle. Les manuscrits arabes, environ 4000, arrivent en Espagne après après la capture vraiment d'un navire français. Vous connaissez l'histoire, non? J'imagine. Notre-Dame de la Garde, ça a arrivé en 1612. Et là, Moulay Zeidan, le sultan Moulay Zeidan, avec les menaces, non, des prénoms à l'association de son père, voilà, de son père, il décide de quitter Marrakech vers sa fille. Et alors là, bon, on sait maintenant, par des documents très importants, on sait maintenant qu'il est parti avec toute sa bibliothèque. Enfin, on croit que c'est la grosse partie de sa bibliothèque. Ce n'est pas seulement la bibliothèque du sultan lui-même, mais celle qui venait d'Ahmed al-Mansour, dont son père, et aussi qui était faite pendant le sultanat d'Ahmed al-Mansour et de lui-même, de Moulay Zeidan. Et la bibliothèque avait grandi avec des petites bibliothèques marocaines, dont par exemple celle d'Elouan Chirichi, par exemple. Il y avait des bibliothèques qui étaient fusionnées, c'est pas dans la totalité, c'était en partie. Donc on ne sait pas, on ne connaît pas exactement les dimensions de la bibliothèque saadienne. Ça que c'est un sujet, je crois, enfin j'estime, c'est un sujet à reprendre, à étudier et bien sûr un sujet qui mérite plusieurs thèses de doctorat. Car vraiment, je ne trouve pas un meilleur exemple de collaboration entre le Maroc et l'Espagne. En tant qu'on est des amis, nos rois, ils sont comme des familles. Voilà, je crois que c'est un sujet vraiment à étudier. Et aussi, il nous manque un catalogue exact de tous ces manuscrits, un catalogue moderne, et avec tous les liens qui vous portent à chaque manuscrit, la description, la numérisation, non? Et la numérisation de tous les manuscrits, ce qui y a encore à l'Escorial, non, après l'incendie de 71, non, de 1671. Et ces manuscrits, autour presque 2000, sont alors des manuscrits saadiens de Moulay Zeidan. Donc là, vous avez ici une copie, à Rabat, à la Bibliothèque nationale, il y a une copie numérisée qui a été déposée là-bas en 2013. Mais je trouve qu'il faut faire un grand effort, j'appelle à l'effort de mettre tout ça à la lumière, à l'accès numérisé, maintenant que c'est possible, tout à fait c'est possible, et on a les moyens techniques à
approprié. Et voilà, et surtout faire que nos étudiants, nos étudiantes peuvent aimer, je dirais, ces sujets pour étudier, faire la recherche sur les grandes bibliothèques des Saadiennes. Merci beaucoup.